quelques semaines de la 28e conférence des parties sur le climat. Les projecteurs sont tournés vers les attentes et les objectifs de chaque pays. Et c'est d'ailleurs dans cette perspective qu'en octobre dernier, au Congo, le président de la transition au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris part au sommet sur les 3 bassins des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales. La rédaction de Gabon 24 revient sur cet événement majeur. Et pour en parler sur ce plateau, nous recevons le professeur Guy Rossatanga, secrétaire général de la présidence de la République, mais également chargé des questions climat. Professeur, merci de nous recevoir. Bonsoir. Et à vous, soyez les bienvenus sur Parlons Climat sur Gabon 24. Professeur, dans le discours du chef de l'État de la transition au sommet des 3 bassins en République du Congo, le président de la transition a estimé que désormais l'heure est arrivée pour que la communauté internationale soutienne en retour les efforts du Gabon visant à renforcer sa résilience face aux défis actuels et futurs. Quelle lecture, professeur, faites-vous de ce positionnement? Alors, c'est un positionnement qui est relativement simple à comprendre. Mais pour le comprendre, il faut peut-être commencer par rappeler un certain nombre de faits. Les faits qu'il y a à rappeler, c'est que nous avons un engagement lointain sur ces questions, sur les questions d'environnement en général, mais aussi particulièrement sur les questions climat. Depuis la signature de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui est l'un des grands produits du Grand Sommet de la Terre de Rio de 1992, le Gabon s'est véritablement engagé en matière de biodiversité, en matière d'environnement en général, mais surtout, en l'occurrence ici, dans le cadre de l'application de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Le Gabon a produit d'énormes efforts. Le Gabon a un engagement qui ne se discute pas. Le Gabon, il y a encore quelques années, a présidé le comité des chefs d'État africains sur le climat, le CAOSC, au même moment où nous présidions la conférence des ministres d'environnement de l'Union africaine. Tout ceci montre à suffisance que nous avons un engagement qui n'a pas varié. Bien au contraire, à chaque COP, nous avons toujours été parmi les premiers à avancer. Il reste, voyez-vous, madame, que tous ces efforts interpellent nos compatriotes. Ils interpellent nos compatriotes parce que, très bêtement, lorsque vous revenez d'une COP, y compris dans votre propre maison, on peut vous demander qu'est-ce que le Gabon est allé y faire, d'une part, et qu'est-ce qu'on y a gagné. C'est une question stupide, mais qui mérite d'être posée. Alors, évidemment, ce qu'on y gagne n'est pas forcément comptabilisable. Ça ne se chiffre pas automatiquement en espèces sonnantes et trébuchantes, mais quand même, il doit arriver un moment où ces efforts doivent pouvoir être récompensés. Alors, ils ont déjà, d'une certaine façon, été récompensés. Il est bon de rappeler que le Gabon a été le premier État en Afrique et l'un des premiers au monde à être récompensé pour ses efforts en matière climatique. Donc des investissements qui ne sont pas Alors, vains. investissements qui ne sont pas vains, non. Mais avant de revenir dessus, il faut quand même insister sur un fait. Il faut que nos compatriotes comprennent que ce n'est pas pour le fun, passez-moi l'expression, que ce n'est pas pour faire bien qu'on participe au COP, qu'on est engagé comme nous sommes engagés. Nous sommes engagés parce qu'en réalité, et il faut que nous le comprenions tous, nous sommes engagés parce que le danger nous menace, et nous menace nous en premier. Il faut savoir que le réchauffement climatique impactera beaucoup plus les États, les pays où il fait déjà chaud. Et là où il fait déjà chaud, il fera encore plus chaud. À l'inverse, là où il fait froid dans le nord, il fera moins froid. Il fera peut-être un peu plus chaud, mais il fera moins chaud que là où il fait déjà chaud. Il faut donc que nos compatriotes et l'opinion en général aient conscience de ce que nous faisons, l'engagement qui est le nôtre, n'est pas un engagement pour les autres. Il est pour l'humanité dont nous faisons partie. Et dans les risques climatiques, nous sommes parmi les plus exposés. Nous sommes d'autant plus exposés, voyez-vous, que nous sommes ici, en bord de mer,
Et l'une des conséquences du réchauffement climatique, Oui. c'est la montée du niveau des eaux des océans, mais aussi la pénétration progressive des eaux marines sur le continent. Et pour y faire face, l'un des outils principaux de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, c'est l'adaptation. Oui. Et l'adaptation, c'est la capacité donnée aux États de faire face, donc de s'adapter aux conséquences néfastes des changements climatiques. Mais comme j'ai coutume de le dire, l'eau est un élément essentiel à la vie, tout le monde le sait. Pas suffisamment d'eau, ce n'est pas bon. Trop d'eau, ce n'est pas bon. Pas suffisamment d'eau, c'est les sécheresses. Oui. Trop d'eau, c'est les inondations. Ai-je besoin de rappeler que les phénomènes d'inondation sont de plus en plus récurrents dans notre pays? Il y a encore quelques semaines, nous avons assisté à un déraillement sur la voie ferrée. Et ce n'est pas le seul, ce n'est pas le premier. Mais tout cela participe des conséquences du changement climatique. Les fortes précipitations détruisent le sol, et le sol sur lequel une voie ferrée est posée devient instable, devient meuble, et les accidents sont ceux que nous connaissons. Justement, professeur, le Gabon met en place des mécanismes pour justement accentuer la protection de son écosystème. Quelles sont vos attentes par rapport à la communauté internationale à date aujourd'hui? Alors, nos attentes sont celles que le président de la République a très clairement exprimées à Brazzaville. Nos attentes sont simples. Nous faisons de gros efforts. Nous sommes parmi les meilleurs, et pour une fois qu'on est meilleur dans quelque chose, on ne devrait pas se priver de le dire. Nous sommes parmi les meilleurs dans cette matière-là. Certification du bois, Certification du bois, mise en place des parcs nationaux. nous sommes, voyez-vous, pour rester dans le climat, nous sommes l'un des rares pays au monde à être neutre en matière de carbone. Oui. Autrement dit, ce que nous émettons est très largement inférieur à ce que nous captons comme gaz à effet de serre, comme gaz carbonique. Par conséquent, l'État gabonais ne peut pas continuer les politiques publiques de préservation qui ont été engagées sans pouvoir répondre concrètement aux attentes de nos compatriotes. Nous faisons tout ça pour sauver la planète. L'heure est arrivée que nous commencions à en tirer quelques fruits. Tout à fait. Or, ces fruits, faut-il le rappeler, sont parfaitement prévus dans la Convention cadre. Tous les financements qui ont été prévus et tous ceux qui ont été promis de COP en COP, nous les attendons. Mais jusqu'à quand, professeur? Mais jusqu'à quand? Peut-être faudrait-il qu'à un moment donné, ceux qui, comme nous, font des efforts, Oui. arrêtent de le faire pour que ceux qui doivent payer finissent par se rendre compte qu'il y a un problème et finissent par le faire. Quelle est la solution dans ce cas? La solution, c'est la négociation et c'est le but des COP. Alors, bien entendu, d'une COP à l'autre, les pessimistes en sortent avec le verre à moitié vide, les optimistes en sortent avec le verre à moitié plein. Je fais partie des optimistes. À chaque COP, il y a un petit mouvement, il y a un petit quelque chose qui peut s'obtenir, et il faut continuer. C'est des négociations diplomatiques, et dans ce cadre-là, évidemment, les rapports de force sont aussi des éléments essentiels. Pensez-vous, professeur, que la COP 28 qui se déroulera en décembre dernier à Dubaï serait justement l'occasion pour le Gabon d'être récompensé pour les efforts? Non, il ne faut pas rêver. Il faut avoir les pieds sur terre. Il s'agit d'une négociation climatique. Et cette 28e COP n'est pas particulièrement une COP fondamentale. Oui. C'est une COP au cours de laquelle on devrait essayer d'avancer et d'essayer d'aboutir à un certain nombre de choses, que ce soit en termes d'atténuation, que ce soit en termes d'adaptation. À la dernière COP à Sharm el-Sheikh, il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées sur une question dont on ne parle pas souvent, qui est celle des pertes et préjudices, qui est prévue depuis une vingtaine d'années. Mais il a fallu la dernière COP en Égypte pour qu'on ait quelque chose qui ressemble à un instrument juridique. Donc c'est déjà
une avancée. Tant qu'on n'est pas parvenu à des instruments juridiques plus ou moins contraignants, on va continuer à vivre de promesses. Et le but des négociations diplomatiques, c'est justement d'arriver progressivement à prendre les textes d'application de la Convention cadre. Parce que je rappelle, la Convention est une Convention cadre, elle fixe les grands principes. À chacune des COP, on doit être capable, par la négociation, d'aboutir à des résultats qui permettent d'arriver à des textes d'application. Et je le rappelle, c'est un processus diplomatique au cours duquel les principes comme les principes de majorité ne servent pas à grand-chose. C'est-à-dire que vous êtes 195 États partis, vous pouvez avoir 192 favorables à un accord. Si le seul qui doit payer n'est pas dans l'accord, votre majorité ne sert pas à grand-chose. Vous comprenez? Donc, c'est des choses délicates, c'est des choses complexes. Il faut être capable d'amener ceux qui doivent faire quelque chose à le faire sans qu'ils aient l'impression d'être sous une pression, parce que chacun d'entre nous a une opinion publique à laquelle il doit rendre compte. Le garant doit-il se défaire des autres, sinon subir, attendre? Subir n'est pas le bon verbe, ni attendre. Le bon verbe, c'est espérer et continuer à œuvrer à cette espérance. Professeur, en prélude justement de la COP28, je vous le rappelle, qui se déroulera à Dubaï en décembre prochain, revenons sur les changements climatiques. Diverses causes sont à l'origine de ces changements: sécheresse, pénurie d'eau, élévation ou encore niveau de montée d'eau, pour me reprendre, inondation et déclin de la biodiversité. Professeur, sur une échelle de 1 à 10, quel est le pic de dangerosité auquel nous pouvons faire face? Et sinon, que faut-il faire dans l'immédiat? Écoutez, ce que nous faisons, nous, au Gabon, et qui, je le rappelle, est un modèle en Afrique centrale, mais sur le monde, ce que nous faisons, c'est une série d'actions qui a été engagée depuis une trentaine d'années. Les parcs nationaux en sont la meilleure illustration. Alors, lorsqu'on parle des parcs nationaux au Gabon, on voit beaucoup plus la dimension biodiversité, c'est-à-dire la conservation des espèces et notamment des espèces animales dans ces parcs nationaux. On ne sait pas que ces parcs nationaux ont aussi été créés pour régler les questions climatiques. Alors vous allez me demander quel est le rapport entre les parcs et le climat. C'est un rapport essentiel. C'est un rapport essentiel parce que la régulation du climat de la planète se fait à partir d'un certain nombre de dispositifs qu'on appelle des puits de carbone, c'est-à-dire des dispositifs techniques ou artificiels qui ont la capacité de capter plus de carbone qu'ils n'en émettent. Et le premier puits de carbone, c'est la forêt. C'est la forêt qui a la capacité de capter le maximum de gaz carbonique pour que ce gaz carbonique ne reste pas dans l'atmosphère et continue à réchauffer l'atmosphère. Le deuxième puits de carbone, il est juste à côté. Ce sont les océans. Les océans ont une fonction de régulation essentielle, au même type que les forêts, d'absorption des gaz carboniques. Par conséquent, l'un des plus gros enjeux des COP à venir, mais à partir de la prochaine, c'est d'établir très clairement, juridiquement et politiquement, le lien climat-océan. La destruction des océans va être une atteinte à la biodiversité parce que des espèces marines vont disparaître, mais cette atteinte aux océans va aussi constituer un risque en matière climatique. Si l'océan n'est plus capable d'absorber le gaz carbonique qu'il absorbe, il va rester dans l'atmosphère qui va continuer à se chauffer. Troisième puits de carbone, ce sont les tourbières. Les tourbières sont une formation géologique particulière qui permettent aussi d'absorber du gaz carbonique. Et comme certains savent, et c'est pour ça que notre sous-région, celle du bassin du Congo-Goué, est fondamentale pour la respiration de l'ensemble de la planète, c'est parce que nous avons une façade maritime, nous avons les forêts parmi les plus denses du monde avec les deux autres bassins
donc l'Amazonie et le Mékong. Et nous avons aujourd'hui les plus grandes tourbières qui se trouvent sur le fleuve Congo, de part et d'autre des deux Congos. Est-ce que nous pouvons dire que le Gabon est moins exposé aujourd'hui? Non, personne n'est moins exposé parce qu'en réalité, au-delà de toutes les hypothèses, tout cela reste quand même relativement incontrôlable. La nature est ce qu'elle est et je ne connais pas beaucoup d'éléments dans la nature qui vous appellent au téléphone pour vous dire qu'il va y avoir un tremblement de terre. Donc, c'est pour cela qu'il faut fonctionner sur le principe de précaution. Il y a des hypothèses, il y a des risques. Nous essayons d'anticiper ces risques, mais le risque zéro dans la nature n'existe pas. Professeur, les changements climatiques sont par définition liés aux variations de température, vous venez de le signaler, d'origine soit naturelle ou anthropique. Comment ce phénomène au Gabon se manifeste-t-il, notamment du côté de Port-Gentil? Alors, pas seulement du côté de Port-Gentil, même ici se manifeste, oui, il fait chaud. Grand-Libreville. Il fait chaud. J'appartiens à une génération qui a connu des vraies saisons sèches. Des vraies saisons sèches où chaque année on s'obligeait à mettre un petit pull pour ne pas grelotter. Depuis quelques années, nous ne les connaissons pas. Depuis quelques années, nous avons de sérieux stress hydriques. Parce que, je le répète, les changements climatiques, c'est autant l'excès que le peu d'eau. Et ces changements ont des influences sur toute la vie sociale, parce que l'eau, ça n'est pas que pour l'alimentation, l'eau, c'est aussi pour l'agriculture. Lorsque des gens ont préparé leurs champs, brûlés, ensemencés, et qu'il ne pleut pas, mais les graines pourrissent en terre. Et tout ça, c'est des conséquences du changement climatique. Maintenant, pour prendre le cas particulier de l'île Mandji, qui est une bande de terre sur laquelle il n'y a aucun rocher, aucun caillou, évidemment, les hypothèses les plus pessimistes font peur. Et je ne suis pas là pour faire peur aux gens, je suis là pour que nous prenions conscience qu'il y a un risque. Port-Gentil se trouve en dessous du niveau de la mer. Dieu merci, nous ne sommes pas dans une zone de forte exposition au tsunami, mais le dernier tsunami de Fukushima se serait produit à Port-Gentil, il n'y a plus de Port-Gentil, tout simplement. Il n'y a plus de Port-Gentil. Alors comment on pallie à ce risque? On pallie à ce type de risque justement par l'adaptation, qui pour nous est l'aspect essentiel. Non pas que nous négligions l'atténuation, mais l'adaptation est essentielle pour nous. Et l'adaptation dans une ville comme Port-Gentil, passe par quoi, professeur? Elle passe par deux choses principalement. Elle passe par l'endiguement. L'endiguement, c'est ce que vous avez là, c'est-à-dire la construction de digues autour des points les plus sensibles de la ville, des points les plus exposés à la montée de l'eau. Mais les digues ne suffisent pas. Il y a à Port-Gentil, je le répète, c'est une bande de terre, il y a aussi beaucoup d'eau souterraine. Et ça suppose donc, deuxième élément d'adaptation, la mise en place d'un système de canaux, d'un réseau de drainage des eaux qui permettent de les réguler et de ne pas vivre des inondations en permanence et, le cas échéant, des inondations qui peuvent être fatales. Professeur, qu'en est-il de la transition énergétique en Afrique, mais précisément au Gabon? Alors, la transition énergétique, c'est quoi? C'est la capacité de passer d'un système de production électrique basé sur les fossiles, principalement le pétrole ou le charbon, mais ce n'est pas le cas pour nous. Oui. Pour ce qui nous concerne, c'est essentiellement le pétrole. De passer de ce système de production d'énergie à partir de fossiles à un système de plus en plus propre, ou du moins, dans un terme moyen, d'arriver à réaliser le meilleur mix énergétique possible, parce qu'il ne faut pas non plus se mentir, ce n'est pas demain matin que nous allons abandonner les énergies fossiles. Et au moins pour ce qui nous concerne, nous sommes, il faut le rappeler, un pays pétrolier. Et une part importante de nos ressources budgétaires sont issues du pétrole. Et donc, on ne peut pas nous demander de renoncer à ça.
nous devons aller petit à petit vers un mix énergétique. Et ce mix énergétique, il va se traduire, dans un premier temps, par une construction de plus en plus importante de barrages hydroélectriques. Et nous avons un réseau hydroélectrique et hydraulique suffisamment vaste pour permettre d'arriver progressivement à minimiser le poids des fossiles sur notre production d'énergie en passant une bonne part de notre production sur l'hydroélectrique. Mais l'hydroélectrique n'est pas la seule énergie propre, il y a le solaire. Mais là aussi, il ne faut pas trop se faire d'illusions. Il fait très chaud au Gabon, il y a beaucoup de soleil, c'est ce que nous avons l'impression de sentir. Mais il faut être bien conscient de ce que nous sommes sous l'équateur et que nous avons un couvert nuageux extrêmement important qui fait en sorte que l'énergie solaire ne peut pas contribuer en termes de mix énergétique pour une grosse part au Gabon, contrairement à ce que les Gabonais peuvent imaginer. Donc, un mix énergétique en matière solaire ne peut nous être utile essentiellement que pour l'éclairage, mais pas d'usage industriel parce qu'il faut un gros ensoleillement pour faire du solaire industriel. Et le solaire industriel, il marche au Maroc, il marche en Tunisie, parce qu'ils sont dans des zones à faible couvert nuageux. Or, ici, avant que les rayons descendent, une bonne partie a déjà été absorbée par les nuages. Ça fait en sorte que nous pouvons utiliser, mais c'est déjà grand-chose. Si nous arrivons, par exemple, demain à faire en sorte que tout l'éclairage urbain de Libreville est solaire, on a déjà fait un grand pas. Et on a même réalisé d'énormes économies d'énergie parce que ça fera toujours du fuel à moins pour alimenter les centrales au fuel. Professeur, qu'en est-il? Alors, je vais me reprendre. Une coalition de pays s'engage à atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050. Est-ce possible selon vous? C'est un espoir, c'est une espérance. Elle reste à concrétiser, mais les embûches sont énormes pour arriver à ce zéro émission. Et je pense que ça relève beaucoup plus des effets d'annonce et de la volonté de certains États de faire du buzz pendant les COP, parce que concrètement, nous sommes en 2025. 2050, c'est dans 25 ans. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui atteindraient. Et je parle de pays industriels qui partiraient des taux d'émission qui sont les leurs aujourd'hui pour arriver à un équilibre zéro. Mais bon, ça fait bien de proclamer ça pendant les COP et pourquoi pas, l'espoir fait vivre. Vous n'y croyez pas? Non pas que je n'y crois pas, je vous ai dit que l'espoir fait vivre, donc je vis de ça. Cet entretien touche à sa fin, monsieur le secrétaire général. Un mot pour conclure? Ben, le mot pour conclure, il est simple et il a été rappelé par le président de la République lors de son discours de Brazzaville. Comme il le dit dans plusieurs autres domaines, le Gabon de la transition a choisi de respecter tous ses engagements internationaux. Et donc, de la même façon que nous avons épuré nos dettes auprès d'un certain nombre de bailleurs multilatéraux, de la même façon, le Gabon reste engagé en matière d'environnement, en matière de climat, avec ce simple bémol que nous attendons maintenant la récompense de notre engagement. Et c'est sur ces mots que nous refermons cette émission Parlons Climat. Je vous le rappelle, chers téléspectateurs, nous avions en plateau le professeur Guy Rosatanga Rigno, secrétaire général de la présidence de la République. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro sur Gabon 24. Au revoir.